est 19h sur la première. Yorana, merci d'être au rendez-vous. Dans l'actualité de ce samedi, affluence inattendue au centre de vaccination éphémère monté à la présidence. En seulement 8 heures, plus de 1000 personnes ont été vaccinées. Mais pour encore combien de temps? La question se pose à Ouréa suite au rejet des comptes de campagne d'Evans Houmani. Si les avis divergent, certains le considèrent quand d'autres souhaitent qu'il écope d'une peine d'inéligibilité. Une marquisienne première ultramarine à sortir major de promotion d'une école de gendarmerie. Marina Tehamwana est originaire de Hivaoa et elle a choisi d'intégrer le prestigieux escadron de gendarmerie mobile d'Annecy. Son portrait à découvrir dans un instant. Il y a du sport aussi dans l'actualité de ce samedi. Plusieurs dizaines de footballeurs se sont donné rendez-vous au centre technique de la Fédération tahitienne pour participer à la finale du défi technique. Nous parlerons du calendrier aussi avec Charles Ariotima, directeur des compétitions. Il sera en direct depuis Paia. Et enfin, c'est bien connu, une petite balade vaut mieux qu'un long discours. Découvrir sa culture, son histoire est chose plus simple lorsque l'on se rend sur les lieux concernés. C'était le programme de quelques élèves du conservatoire aujourd'hui. La vaccination est la seule porte de solution offerte au monde et nous allons l'exploiter, avait déclaré Edouard Fritsch jeudi dernier. Et il semblerait qu'il n'était pas le seul à le penser. Regardez cette image, elle en dit long comme la file d'attente. Quelle image! 1467 personnes exactement ont afflué au centre de vaccination massive à la présidence. Contre toute attente, il a été victime de son succès. Les explications de Jeanne Pequet-Powira et Patrick Tingsing. Affluence inattendue aujourd'hui devant les grilles de la présidence. Contrairement à ce que les réseaux sociaux affirmaient, les volontaires au vaccin ont pris un ticket. Une file d'attente à non plus finir, placée entre les mains d'agents de la santé et de la Croix-Rouge, tous aux petits soins. En clair, pas de couac en ce premier jour de drive vaccination. On n'est absolument pas surpris. On s'est préparé quasiment en 24 heures pour cette opération. Jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. Donc on est très présent auprès des personnes aussi pour leur expliquer que voilà, ça a été fait un petit peu sur le pouce, mais que globalement tout le monde joue le jeu. Les premiers n'ont pas attendu 8 heures pour se présenter. Ils étaient là déjà depuis 4 heures du matin. Dans la foule, des jeunes et moins jeunes, tous de plus de 18 ans, avec des motifs aussi divers que variés, comme des études à l'étranger. J'ai ma motoire qui va partir aussi faire ses études au Canada. Et donc, j'aimerais bien l'accompagner. Une vie normale, c'est pouvoir... Une vie d'étudiante, c'est pas seulement étudier, rester dans son bureau, c'est pouvoir aussi visiter, voyager. Et j'aimerais pouvoir découvrir Montréal en présentiel et non en ligne. Première protection, 60% 8 jours après la première injection. Une fois le produit inoculé, un sentiment de soulagement gagne les vaccinés. Je suis enseignante spécialisée, j'ai des élèves porteurs de handicap et qui ne supportent pas trop le masque, donc ils viennent vers moi. Donc c'est vraiment aussi pour les protéger que je suis venue me faire vacciner. Un soulagement partagé par le président du gouvernement et le haut-commissaire présent pour assister à cette campagne de vaccination massive et historique. Mais ça va, une petite douleur au bras. Mais je me suis fait vacciner hier matin, en fin de matinée. J'ai eu une petite douleur au bras. Pendant 2 heures, j'ai eu un tout petit peu de fièvre, mais rien du tout, et c'est passé. Alors il paraît que la deuxième dose, on sent un tout petit peu plus, mais c'est comme dans tout vaccin. Il n'y a pas de crainte à avoir. Il faut se faire vacciner. Il faudra que Paris augmente le ravitaillement en matière de vaccins pour la Polynésie. Donc naturellement, je suis heureux parce qu'on craignait beaucoup cette méfiance du virus, du vaccin. Et aujourd'hui, je crois que c'est un signe fort que les Polynésiens ont quand même envie de se protéger. Et c'est l'objet de cette journée. Second rendez-vous pour les volontaires au Pfizer, demain, dimanche, de 8h à midi, avant le 3e, samedi prochain à l'Institut Loumalardé, même heure, et c'est gratuit. Et n'oubliez pas de vous munir de votre pièce d'identité, de votre carte CPS et de votre carnet rouge si vous êtes en longue maladie.
Tombera-t-il ou tombera pas? C'est une question qui reste sur toutes les lèvres sur l'île Sœur depuis hier. Le rejet des comptes de campagne d'Evans Houmani, maire de Orea-Maio, est très commenté par la population, mais aussi et surtout par ses opposants politiques. Rien de plus normal, me diriez-vous, mais la probabilité d'une nouvelle élection municipale à Orea fait sourire plus d'un. Suliane Favnek et Jacques Damour. Papetoai, le fief d'Evans Houmani, le Tavana y compte ses plus fidèles partisans. Alors quand la nouvelle d'une possible inéligibilité est tombée, l'annonce a été brutale. Pour moi, le Evans c'est un bon maire pour nous, pour Papetoai, même pour Orea. J'ai jamais vu un maire comme ça, qui a beaucoup aidé la population. J'ai mal au cœur, c'est tout. C'est bien tout ce qu'il a fait. Et pas seulement pour Papetoai, hein. C'est pour toute l'île. Ah, on ne veut pas le perdre. Hein. D'autres, en revanche, espèrent que le maire change et que Moorea retrouve un peu de stabilité. C'est un copain de football et tout, mais il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. En juillet dernier, Evans Houmani a été réélu avec une large majorité, une majorité qui s'est effritée au fil des mois avec des démissions en cascade. Si le Tavana perd son mandat, ça serait l'occasion pour certains élus de changer les choses et pourquoi pas de reprendre le flambeau. C'est pas un maire que je vais regretter, je vais être franche. Ça fait quelques mois que je travaille avec, je connais. J'ai vu aussi les rapports des 6 dernières années. Donc maintenant, avec preuve à l'appui, il n'y a pas eu un bon travail de fait et on n'a pas un bon travail qui se fait à l'heure actuelle. Et dans les 6 prochaines années, ça ne sera pas le cas. Donc s'il tombe sous le coup de l'inéligibilité, bon, c'est lourd pour une personne de porter ça. Je compatis avec, seulement pour l'intérêt de Moorea. J'espère à ce moment-là qu'on aura un maire beaucoup plus costaud. Parce que Moorea est réellement dans une phase difficile. On n'a jamais traversé ça. On essaye de voir l'avenir de notre commune. Il faut vraiment travailler pour notre commune et pour notre population. Maintenant, on attend quand même la décision du juge. Suite à ça, nous serons amenés à choisir notre nouveau maire de Orea-Maio. Je verrai avec mes collègues du conseil municipal si certains ou bien la majorité voudraient bien que je me présente. Pourquoi pas? Rien n'est encore fait, le dossier est entre les mains de la justice. Le tribunal administratif doit rendre sa décision d'ici une dizaine de jours. Pour l'avocat du Tavana, c'est la méthodologie qui est en cause dans ses comptes de campagne. Moi, ce que je peux dire de l'examen du dossier que j'ai pour le moment, c'est que tout a été fait en toute transparence, en toute bonne foi et en toute honnêteté. Tout ce que la commission des comptes de campagne a examiné, sont des éléments qui ont été fournis par Evans Houmani. C'est quelqu'un qui n'a rien à cacher, mais simplement la méthodologie n'était pas la bonne sur certaines dépenses qui sont minimes. J'ai bon espoir quand même que le tribunal entende son honnêteté et sa bonne foi dans cette affaire. Si l'inéligibilité est prononcée, le conseil d'Evans Houmani annonce déjà faire un recours au Conseil d'État. Et elle vit en sursis depuis quelque temps déjà et son avenir est un peu flou. L'association Polynésie Alzheimer manque cruellement de membres bénévoles. Cela fait 3 ans que son bureau peine à être renouvelé. Il est composé du nombre minimum. 4 personnes seulement s'attachent à la faire fonctionner. Ce matin, une nouvelle élection a eu lieu et la présidente a été reconduite dans ses fonctions. Mais pour combien de temps encore? Ce qui est sûr, c'est que les aides dont bénéficie l'association ne dureront pas à vitam aeternam. Yolande Chevouline nous en dit plus au micro de David Chong et Patrick Sing Sing. C'est pour ne pas perdre tout ce que la mairie nous offre que je me suis relancée. Alors, par exemple, la permanence. Et puis cette année, le service social, une des responsables du service social a projeté de faire un partenariat avec nous. Donc on sera moins seuls. L'association Polynésie Alzheimer qui a été créée en 2013. Du côté des îles sous le vent, une distillerie verra le jour à Raiatea si tout va bien en 2022. À sa tête, celui qui a échoué dans le traitement des ordures ménagères des communes en 1990 et qui porte le projet du crématorium à Nive. Et oui, il s'agit bien de Dominique Auroy. Lui qui possède également un vignoble à Rangiroa veut aujourd'hui faire pousser des champs de canne à sucre à Toumara dans
dans le fief de Cyril Tétouanoui. Son but, faire de ce lieu l'un des principaux fournisseurs de mélasse afin que la Polynésie ne soit plus dépendante de cette mixture importée. Dominique Auroy le dit à Julien Vescovali. Les importations de mélasse qui sont distillées pour faire du rhum représentent en équivalent plantation de canne à sucre entre 100 et 150 hectares. Donc planter un certain nombre d'hectares significatifs sur Toumara n'est pas, au contraire, n'est pas pour saturer le marché, mais pour réduire les importations et produire local plutôt que d'importer. Ça vaut le coup. Hein. Si tu as un hectare à 50 tonnes, ça revient à 2,5 millions. Ah, c'est important, hein. C'est intéressant. Je pense que c'est un bon projet pour les agriculteurs qui se trouvent dans la commune de Toumara. Hein. Voilà, je pense que c'est du travail là. Il y a du travail là aujourd'hui. Hein. Le contrat avec les agriculteurs serait établi sur 12 ans, soit 2 fois le cycle végétatif complet de la canne à sucre. Elle a 26 ans, est titulaire d'un bac+5 et elle a choisi d'intégrer le très convoité escadron de gendarmerie mobile d'Annecy. Marina Tehamwana est originaire de Hivaoa. Elle est la première ultramarine à sortir major de promotion d'une école de gendarmerie. Nos confrères d'Outre-mer, la première, ont rencontré cette jeune femme brillante et déterminée. Voici son portrait. Je m'appelle Marina, je viens de Hivaoa, des Marquises, petite île de 300 km², 2000 habitants à peu près. J'ai passé le concours sous-officier en 2019. Au milieu des gendarmes équipés de gilets pare-balles et de coques de protection, Marina Teamoana, 26 ans, major de promotion et gendarme mobile à Annecy. Il va falloir aller secourir si éventuellement il y a des blessés parmi les forces de l'ordre ou les manifestants. Nous sommes au Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie à Saint-Astien-en-Dordogne. Et ici, les journées commencent très tôt. On va faire un exercice d'ouverture au feu. Là, on est tous concentrés. C'est important pour arriver sur le terrain et savoir réagir. Jusqu'en 2016, les femmes n'avaient pas accès à la gendarmerie mobile. Aujourd'hui, elles sont 3 à Annecy, avec quelques contraintes dans cet univers très masculin. Comme aller aux toilettes, c'est difficile là. Avec tout l'équipement qu'on a. Pareil pour les cheveux, s'il y a la couette qui se détache, c'est les cheveux qui partent en cacahuète. D'abord en repli, prête à intervenir, Marina est placée ensuite en première ligne et en position de tir. Fais-moi un petit compte rendu de ce que tu vois là. Alors, il n'y a rien qui bouge là. Rien qui bouge, d'accord. Tu gardes la position et tu me renseignes dès que tu as des éléments importants. 60 gendarmes de l'escadron 22-5 d'Annecy sont à la manœuvre. La manifestation est pacifique, mais elle va très vite dégénérer. Une scène de guérilla s'installe sous le regard des instructeurs chargés d'évaluer l'unité. Dur. L'exercice c'est physique. Il faut réagir à tout, faut pouvoir se poster, se protéger. Le danger, la blessure, la peur et les absences, Marina n'ignore rien de tout ça. Des contraintes pas toujours compatibles avec une vie de famille. J'ai un compagnon qui reste à la maison. C'est des choix qu'on a fait personnellement et puis après on en discute et si ça marche tant mieux, si ça passe pas, on fait en sorte que ça passe. Dans quelques jours, Marina retrouvera son unité à Annecy. Un peu de répit avant de repartir pour de nouvelles missions dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. On poursuit avec du sport. Plusieurs dizaines de jeunes footballeurs et footballeuses se sont donné rendez-vous ce matin au centre technique de la Fédération tahitienne de football pour participer à la finale du défi technique mis en place depuis 2015. Le principe, 4 ateliers techniques sont installés et les enfants doivent les réussir le plus vite possible. Les participants étaient répartis en 2 catégories, les moins de 11 ans et les moins de 13 ans. Vincent Simon, cadre technique à la Fédération tahitienne de football en charge du programme de performance fédérale, est interrogé par Marouki Duri. C'est uniquement des ateliers individuels, purement techniques. D'accord, donc c'est qu'ils puissent, déjà sur la maîtrise technique individuelle des 2 pieds et de la tête également. On a aussi la maîtrise technique avec un ballon aérien
et notamment sur la conduite de balle, être en capacité de se déplacer très rapidement avec un ballon. Et vous le savez, les matchs de foot ont repris depuis fin février. Les qualifications pour le championnat Ligue 1 Vini, par exemple, se tient en ce moment même une rencontre du côté de Paea. Manuura affronte Vénus. Charles Ariotima Yorana, merci d'être en direct avec nous. On a l'impression que les matchs s'enchaînent à une vitesse dans votre calendrier. Est-ce que vous avez une échéance particulière ? Oui, effectivement, d'abord, bonsoir tout le monde. La première nouvelle, c'est que l'OFC a fait reporter toutes les compétitions internationales au mois d'octobre, si ce n'est en 2022. Donc, par contre, nous sommes obligés d'arrêter toutes nos compétitions au plus tard, au début juillet. Pourquoi en début juillet? Qu'est-ce qu'il se passe après? Puisque les joueurs... Au mois de juillet, ils ont déjà pris leur disposition pour partir en vacances. Donc, comme tous les ans, on s'est convenu qu'au début juillet, on arrête tout pour que les joueurs repartent dans leur famille pendant les 2 mois avant notre reprise au mois de septembre. Alors Charles, on voit derrière vous, le match vient de se terminer. Évidemment, il s'est tenu à huis clos. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les restrictions sanitaires qui sont imposées aux matchs de football? Est-ce qu'elles sont finalement simples à appliquer et surtout à faire respecter? Oui, effectivement, depuis le mois d'octobre, lorsqu'on nous a demandé de mettre les matchs à huis clos avec toutes les dispositions sur les gestes barrières, nous les avons fait appliquer jusqu'à l'arrêt au mois de décembre et depuis la reprise le 15 février. Donc nous avons continué justement sur les matchs à huis clos, tout en respectant les gestes barrières, c'est-à-dire les masques des joueurs à l'entrée, le lavage des mains et ainsi que la prise de température aux entrées. Mais ce qui surtout nos supporters, ils sont un peu dans l'incompréhension puisque nous, nos capacités de stade varient entre 2500 à 12 500 comme le stade de Pathé. Et lorsqu'ils ont vu que les salles de spectacle, on autorise 500 personnes alors que c'est fermé, alors que nous, par exemple, au stade Pathé, nous avons 12 500. Au maximum, lorsqu'il y a des grands matchs, nous sommes au maximum à 2000 personnes. Donc 2000 personnes dans un stade de 12 500, on peut les accueillir tout en effectivement en respectant les gestes barrières. Merci beaucoup Charles Ariotima pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes cadre technique à la Fédération tahitienne de football. Le match qui vient de se terminer justement opposé à l'AS Vénus à l'AS Manuura. L'AS Vénus l'emporte avec un score de 5-1. Et puis la participation a été plutôt mitigée au championnat de Tahiti de V1 marathon. Près de 130 rameurs et rameuses seulement au lieu de 250 habituellement. Les seniors notamment étaient très peu nombreux. À noter dans cette catégorie justement la victoire de Charles Taillé devant Ricky Eitam-Ei sur un parcours de 18 km entre Taone et Muriavei. Chez les vétérans, c'est le rameur de Moorea, Tamatea Teheiura, qui a été le plus fort. Les lauréats remportent le titre de champion, évidemment avec en prime une place pour le Teaito. La semaine prochaine, place au championnat de V6 marathon. Cette fois, Rodolphe Apuari, le président de la Fédération tahitienne de VAA, nous en dit plus au micro de Maruki Djuri. 2 semaines avant la grande course comme la Polynésie, c'est la dernière longue distance qu'ils vont le faire et après ils vont commencer à rabaisser leur entraînement pour se rapprocher à la mise en forme vraiment le dernier jour de la course, le 27 mars. En tout cas, samedi prochain, il y aura le format V6. Vous espérez quand même qu'il y ait des participants? Oui, donc là, je pense qu'en V6, je pense que tous ces clubs qui sont les champions se sont absentés aujourd'hui. Donc je pense qu'ils seront là puisqu'on s'est rapproché pas mal d'entraîneurs pour pouvoir un peu avoir leur avis. En V6, c'est la dernière cohésion par rapport à la dernière course, enfin à la course du 27. Le 27 mars se tient donc le marathon Polynésie. La première va à huis clos entre Punahou et Moorea, mais vous pourrez le suivre en direct sur nos 3 antennes. Sachez qu'un résumé complet du championnat de V1 vous sera proposé demain soir.
Comment se réapproprier sa culture, son histoire, en revivant le passé? Peut-être tout simplement une idée signée John Mayer. L'homme reconnu pour son savoir culturel inestimable a fait un saut en arrière avec une quarantaine d'élèves du conservatoire. Melissa Chang, Hiro Terorotua. Aborder la culture de manière concrète, c'est observer le sable de la Pointe Vénus, le mont Uruena ou encore répéter un rautitoa sur le marais Arahurahu de Paea. À l'époque, le rautitoa était la danse des guerriers pour faire fuir leurs ennemis. Par exemple, moi, le rautitam et le rautitoa, je ne connaissais pas. Ça me permet également de venir danser avec les danseuses du conservatoire, le mettre en pratique, regarder les montagnes, observer des cailloux et puis surtout savoir est-ce un vrai marais, est-ce une reconstitution. Par moments, on est un peu perdu dans notre histoire tout simplement et John est là pour nous recadrer. Je crois que c'est pour plutôt nous cultiver, pour pouvoir en apprendre plus sur comment ça se passait avant et ça renforce ce que John il disait, comme ça au lieu de le dire à l'oral, il nous le montrait et du coup pour nous on comprend mieux pour voir. Oui, ça change des cours en salle. Cette journée d'observation à destination des élèves de Orero du conservatoire est une initiative de leur enseignant John Mayer. L'homme de culture est bien connu pour son savoir sur les lieux emblématiques qui ont marqué l'histoire de notre peuple. C'est une journée, on appelle ça d'application. En théorie, nous étudions la civilisation, l'histoire du Fénois. Dernièrement, c'était la journée du 5 mars, donc on devait faire ça le 6. Mais comme c'était un long week-end, ça a été reporté. Mais la chose reste là, c'est-à-dire ces événements, beaucoup d'événements historiques se sont déroulés là-bas du côté de la Pointe Vénus. C'est comme ça qu'on a commencé là-bas aujourd'hui. Mais ce sont des choses qu'ils ont étudiées avec moi. J'ai senti dans leur regard, OK, il y a quelque chose qui se passe. C'est ce que je voulais. Certains des élèves de Orero ont un potentiel bien affirmé, à l'image du jeune Tuariki Te'ei. 11 ans, il a été repéré pour son aisance oratoire il y a déjà 4 ans. J'étais très heureux de faire ce rautitoa. Et John, il a dit que le rautitoa, c'est important. Il a dit on ne peut jamais s'en saisir de ça. On doit toujours le penser au rautitoa. Cette pédagogie qui allie nature et culture marquera sans doute les esprits des élèves pour que la transmission ne s'arrête jamais. Et enfin, qui succédera au collège de Bora Bora au Heiva Tauria? Le suspense prendra fin dans moins de 2 heures, place Toata. C'est justement cet établissement qui clôturera les festivités ce soir. Au terme de 3 soirées de partage, de rencontres et de déclamations, le jury de spécialistes et d'enseignants décernera les prix. Nous allons prendre la température sur place avec vous, David Chang. Oui, bonsoir Ayata. Eh bien, l'ambiance est géniale ce soir. Seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas autant de monde que d'habitude. On n'est pas habitué à voir la place Toata aussi vide. Mais bon, ce sont les mesures sanitaires. Il y a 300 personnes ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Heiva Tauria avait été le dernier spectacle avant la fermeture de Toata l'an dernier en mars. Et là, c'est le premier spectacle qui réouvre la place Toata. Alors, j'ai avec moi Keiron Hawata, qui est le porteur du projet du lycée de Bora Bora. Keiron, ça fait quoi de réouvrir le bal ce soir? Je pense que c'est une bonne chose, et pour l'éducation, et pour le ministère de la Culture, et c'est bien pour nos enfants. Je vois au travers de cette réouverture une renaissance de Toata pour les jeunes aussi. Parce que Toata, on est habitué, comme John Mayer le dit, à l'élitisme, c'est-à-dire les grands groupes, et où souvent les enfants n'ont pas leur place. Le Heiva Tauria, c'est l'occasion pour ces enfants de prendre place sur Toata. Donc c'est ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Parlez-nous un petit peu de votre projet. Alors, nous avons le projet du Heiva Tauria, c'est 2 parties, une partie pédagogique et une partie spectacle. Et donc le spectacle, c'est le résultat qui est emmené sur la scène de Toata. Et la partie pédagogique, c'est un dossier qui est donné au jury et qui évalue en fait la pédagogie autour de la danse, autour du thème, autour du projet du Heiva Tauria dans l'établissement. Alors, votre passage est prévu à 20h. Quel est l'état d'esprit là maintenant? Je pense que nos élèves de Bora sont excités. Ils ont hâte de monter sur scène.
Et je sais qu'il y a beaucoup de pression sur ces élèves-là, puisque l'an dernier, on a remporté le premier prix et beaucoup nous attendent ce soir. Je pense qu'on va être au rendez-vous. Voilà, donc merci Kéron Hawata d'avoir pris un petit peu de votre temps pour venir nous donner un petit peu des informations ce soir sur votre spectacle. Et voilà, donc à vous Ayata. Merci David pour ce point en direct depuis Papeete. Je rappelle que cette 4e édition exceptionnelle au regard des circonstances a réuni 9 collèges de Polynésie. L'an dernier, le collège de Bora Bora donc avait remporté le premier prix avant le collège Makotevane et celui de Taravo. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale du jour. 1467 personnes exactement ont afflué au centre de vaccination massive à la présidence. Contre toute attente, il a été victime de son succès. Sans limitation d'âge, il est ouvert à tous et le public était au rendez-vous. Il sera ouvert demain aussi de 8h à midi. N'oubliez pas de vous munir de votre pièce d'identité, de votre carte CPS et de votre carnet rouge si vous êtes en longue maladie. À suivre sur Polynésie la première, votre programme local Honoipo dans lequel vous découvrirez la belle histoire de Mahutari et Tehere et à 20h30 Polynésique avec le groupe Temanu Band. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit, portez-vous bien. À demain, un dernier tour sur les marais pour fermer ce journal. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.